L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La fête du cinéma africain se poursuit à Ouagadougou, Burkina Faso, à l'occasion de la 23e édition du FESPACO. Nous vous proposons dès le début de ce journal une page spéciale sur cette vitrine du cinéma africain avec nos équipes sur place pilotées par Sekou Tangara. Accident rarissime près de Luxor en Égypte. 19 touristes européens et asiatiques ont péri ce mardi dans l'explosion d'une montgolfière. Le point complet dans ce journal. Et comme tous les mardis, Yacouba Dansoko nous rejoindra pour la page sport avec au menu les derby ivoiriens, mais aussi la Super Coupe d'Afrique. Voilà pour le sommaire, je vous l'annonçais en titre, le cœur du cinéma africain bat à Ouagadougou, Burkina Faso, depuis le 23 février à l'occasion de la 23e édition du FESPACO. Et bien pour prendre le pouls de cette fête du cinéma africain, retrouvons tout de suite l'une de nos équipes sur place. Sekou Tangara, bonsoir, à vous l'antenne. Bonsoir. La course à la succession du Marocain Mohamed Moftaki sur le palmarès de l'étalon de Yenenga a commencé depuis dimanche dernier avec le début de la projection des longs métrages. Et justement, notre reporter Lamine Kombari a assisté à la première du film du Sud-Africain John Chadli, How to Steal 2 Millions. Nous suivons ce reportage. Dans toutes les salles réquisitionnées pour les projections, c'est la grande affluence et au ciné burkina, même son de cloche. Le public est sorti nombreux découvrir le film How to Steal 2 Millions du jeune réalisateur sud-africain Charlie Wundla, nominé pour la récompense reine du FESPACO. Un très grand film, techniquement très bien fait, mais on ne s'attend pas toujours à voir des films comme ça dans la compétition africaine, parce que vraiment les films africains, à mon sens, doivent être aujourd'hui des films très engagés qui parlent de notre quotidien. On aurait dit un film noir des années 70 américains. Mais c'était intéressant. C'est bien fait, le film. C'est typique africain site, je pense, avec beaucoup de shooting. Hein. Ce long métrage de 90 minutes traite des questions de traîtrise, corruption, affaires sales, violence, autant de mots qui minent Johannesburg, la ville la plus meurtrière d'Afrique du Sud. Ce pays est FESPACO avec 5 réalisations à son actif. Voilà, Kolsia Garsou, c'était le film How to Steal 2 Millions du réalisateur sud-africain Charlie Moodley. Je ne vais pas te faire la traduction, Kolsia, parce que je sais que tu n'es pas de moralité douteuse. How to Steal 2 Millions, ça veut tout simplement dire comment voler, comment dérober 2 millions de francs CFA. Et ça parle un peu de la violence et la corruption en Afrique du Sud. Deuxième reportage de ce spécial FESPACO, c'est le cinéma numérique ambulant. Vous savez, Kolsian Garsou, qu'en Afrique, c'est pas tout le monde qui a accès aux salles de cinéma. Et comment résoudre l'équation? La réponse, c'est peut-être avec les cinémas numériques ambulants. Tentative de réponse dans ce reportage de Jonas Bazier et de Joseph Paris. FESPACO 2013, nous sommes au quartier général du cinéma numérique ambulant. Montrer aux jeunes générations que le cinéma existe, que c'est un plaisir qui existe, un loisir qui existe et qu'il y a des réalisateurs africains qui ont fait des films, et qui sont des œuvres d'art et qu'il faut les voir, il faut les aimer, il faut les apprécier. Dans cet espace, il y a des projections tous les soirs. Objectif, rapprocher le citoyen lambda du cinéma. Parce que déjà nous voilà avec 308 projections et nous avons parcouru 30 647 km et moi j'ai découvert mon pays grâce au cinéma numérique ambulant parce que j'ai pu visiter 50 villages plutôt, excusez-moi, 7 régions, 2 départements et voilà des villes, je ne compte plus, et grâce au cinéma numérique ambulant. L'objectif principal du cinéma numérique ambulant, c'est la diffusion de films africains en milieu rural et dans les périphériques de la grande ville. Donc presque le cinéma numérique ambulant a sillonné presque de Caille à Kidal toutes les villes du Mali, toutes les villes du Mali.
Donc, ce qu'on fait comme projection, généralement, c'est destiné pour les populations rurales. Avec le cinéma numérique, c'est la rupture. Même les populations les plus reculées des grands centres urbains connaissent les films populaires. Que peut-on retenir de cette 23e édition du FESPACO? Oui, très belle question, Kolsia Garsou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce 23e FESPACO? Deux, trois choses. La première, c'est que c'est le Gabon qui est pays invité. Le Gabon, vous savez, c'est un pays qui avait commencé à s'essioler du point de vue de la production au niveau du 7e art depuis le décès de Charles Mensa. Et justement, au cours de ce 23e FESPACO, un hommage mérité a été rendu à ce cinéaste de renom, Charles Mensa. Et également, le festival a été héroïné par la présence de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, à la tête d'une importante délégation. Deuxième chose, Kolsia Garsou, on note un retour en force de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a connu 10-11 années de crise, mais qui a fait preuve d'un certain état prolifique en matière de production cinématographique. La Côte d'Ivoire qui revient en force lors de l'édition 2011. Le pays était déjà sur le palmarès avec un mec idéal. Et sans oublier que avec le thème cinéma africain et politique publique, la délégation générale du FESPACO a voulu crever l'aspect avec des débats approfondis autour de la thématique générale. Est-ce que les politiques, les gouvernants africains mesurent l'impact du 7e art sur le développement du continent? Voilà ce qu'on peut retenir, Kolsia Garsou, en ce 3e jour de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous poursuivons ce journal. Le vice-amiral Joe Ledick, adjoint au commandant d'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, est arrivé à Bamako ce mardi. Au menu de la visite, la rencontre avec les forces françaises au Mali et la MISMA, mais bien évidemment, le soutien logistique des États-Unis à l'opération Serval a été également évoqué. Aminata Mariko, Cheikh Tidiane Koulibaly. Les experts militaires et diplomates américains ainsi que les forces françaises et africaines se mobilisent autour du Mali pour la résolution totale de la crise qui secoue le pays. Selon un communiqué d'une page et demie distribué à la presse, cette visite permettra aux experts militaires américains non seulement d'être renseignés sur la situation actuelle au Mali, d'évaluer l'aide américaine depuis le début de la guerre, mais aussi de définir les défis qui les attendent. Ils sont venus pour évaluer et faire le point de ces supports ils sont en train d'être donnés à ces forces, la MISMA et les Français. La visite est d'évaluer et de voir de première main les défis à venir qui vont continuer dans les efforts pour sécuriser le Nord. Donc, c'est une opportunité de mieux connaître les besoins. Toujours selon ces communiqués, au titre des efforts, Africom a entre autres positionné des drones au Niger pour soutenir toute une gamme de missions régionales de sécurité et de renseignements avec les pays partenaires. Depuis le 22 février, 45 missions de ravitaillement en vol ont fourni près de 862 tonnes de carburant aux avions français sur le terrain, ajoute le communiqué. Si la rencontre se résumait à un point sur la situation au Mali et les enjeux dans la zone sahélo-saharienne, des discussions restreintes et confidentielles qui se sont déroulées ce mardi avec la MISMA et à l'écart de la presse seront suivies d'une autre réunion avec les forces françaises au Mali. Nous restons au Mali où après la fuite des djihadistes à Tombouctou, on retrouve les stigmates de l'occupation. Elles sont visibles dans toutes les rues et ce sont les bâtiments administratifs qui ont reçu le plus de préjudices, comme le rapportent nos envoyés spéciaux Oussou Diagola et Famoussa Sidibé.
Sur la route du Nord Mali, les stigmates de l'occupation djihadiste sont visibles un peu partout. Accosté au bord de la route, à la sortie de Djabali, ce véhicule tout-terrain, malgré le camouflage de fortune imaginé des djihadistes, n'a pas échappé aux frappes françaises. Les habitudes les plus naturelles sont perturbées. Au moindre petit bruit, on se met à l'abri. Les édifices publics ont énormément pâti de la situation. Les mausolées et certains monuments sont à terre et les herbes folles n'ont jamais autant poussé là où elles ne doivent pas. Chez nos confrères de la station régionale ORTM de Tombouctou, l'entrée n'en est pas une. L'extérieur des locaux trompe l'œil car à l'intérieur, c'est tout simplement la désolation. Arraché jusqu'au sol, le câblage n'existe plus. Les murs sont calcinés. À l'intérieur du studio de diffusion, quelques épaves témoignent de la barbarie des salafistes. Seul le réconfort, si c'en est un, la porte blindée du studio de production a quelque peu résisté aux rafales des mitraillettes, à en croire les traces de balles. Mais cela, à quel prix ? Dans la salle des machines, l'émetteur de la télé a été emporté, en prenant soin d'y laisser un certain souvenir. À un jet de pierre de là, la société de télécommunications Sotelma a aussi été visitée. Les fanatiques y ont mis le feu et c'est avec les moyens de bord que l'on recolle désormais les morceaux. Sur les établissements bancaires et le reste se passe de tout commentaire. À l'aéroport de Tombouctou, cette épave d'avion servait de bouclier aux djihadistes qui l'ont drainé sur la piste d'atterrissage lors de la reprise de la ville par l'armée malienne et ses alliés. Voici désormais à quoi ressemble le hall de la jadis coquette salle d'embarquement de l'aéroport de la cité des 333 saints. Mais que l'on se rassure désormais car aujourd'hui à Tombouctou, le plan vigie djihadiste est à son niveau le plus élevé, ce qui fait de la ville une véritable forteresse. Le pouvoir ivoirien dans le collimateur d'Amnesty International ce mardi, l'organisation de défense des droits de l'homme a publié un rapport sur les violences perpétrées en Côte d'Ivoire. Dans cette lettre ouverte, Amnesty International exhorte le gouvernement ivoirien à faire la lumière sur les cas de violation des droits de l'homme dans le pays. Voyons maintenant les grandes lignes de ce rapport. Juillet 2012, dans le camp de Naïbli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les déplacés de l'ethnie guérée, supposés proches de Laurent Gbagbo, fuient devant une attaque menée par des hommes en armes. Après leur passage, la désolation et 14 morts au moins. On a vu des FSI, des dozos qui ont entouré le site partout. Des FRCI, des soldats de l'armée régulière et des chasseurs traditionnels d'Ozo qui ont servi de force supplétive à Alassane Ouattara dans son accession au pouvoir en mars 2011. À l'époque déjà, ces miliciens s'étaient livrés à des massacres à Douékoué contre les populations locales supposées proches de Laurent Gbagbo. 2 ans plus tard, les revoilà, libres de leurs mouvements, imposant des barrages sauvages aux populations. Camino gros, on prend les 1000 francs. C'est tout. Si des donnes, c'est ça. Si on ne pas donne, on laisse pas passer. L'impunité pour les hommes en armes soutenant le chef de l'État ivoirien. C'est ce que révèle entre autres un rapport d'Amnesty International paru ce mardi. 80 pages d'enquête recensant les détentions arbitraires, les exécutions sommaires, les tortures, harcèlements perpétrés contre les partisans supposés ou affichés de l'ancien président Gbagbo. Il y a un titre lourd d'accusations, la loi des vainqueurs. Car à ce jour, aucun des auteurs de ces exactions n'a été inquiété. Et nous dirons au président Alassane Ouattara, qui s'était engagé pour la construction de l'état de droit en Côte d'Ivoire, mais que nous en sommes bien loin de la promesse qu'il avait faite. En revanche, à ce jour, plus de 100 personnes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été inculpées par la justice ivoirienne. Restons en Côte d'Ivoire, mais pour signaler que ce demain, mercredi, que s'ouvre à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le 42e sommet de l'organisation de la CEDEAO, plutôt la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 19 touristes européens et asiatiques ont péri ce mardi en Égypte dans l'explosion d'une montgolfière. C'était près de la ville de Luxor. Seules 2 personnes ont survécu à cet accident considéré comme rarissime. Il ne reste rien de la montgolfière, un tas de cendres, un bout de ferraille. Elle a pris feu et a explosé alors qu'elle survolait Luxor, célèbre site archéologique dans le sud de l'Égypte. Elle volait alors à 300 mètres d'altitude. Le ballon se posait, plusieurs personnes tiraient les cordes pour qu'il se pose. Une des cordes a percé le réservoir d'hélium et tout à coup, il s'est enflammé. Personne n'a été capable de contrôler le ballon.
Un touriste a sauté juste au moment où le ballon prenait feu. Il y avait 21 personnes à bord, seuls 2 ont survécu, le pilote et un voyageur britannique. Les autres touristes venaient de Hong Kong, du Japon, de Grande-Bretagne, de France et de Hongrie. Tous sont morts. Le gouverneur de Luxor a interdit toute excursion en montgolfière, sans préciser la durée de cette interdiction. La police a bouclé le périmètre. Rien n'indique pour le moment ce qui a pu se passer. Peut-être une fuite de propane suivie d'une étincelle. Une enquête est en cours. Voilà, comme tout le mardi, nous recevons Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, Kolsia. Voilà, en football, dans le derby ivoirien, l'Africa Espoir a battu l'ASEC par 2-1. Oui, le dimanche dernier, le public sportif ivoirien a assisté au duel des 2 géants du pays, les Ouïe, oui, c'est comme ça qu'on appelle les fans de l'Africa Sport qui ont dominé avec la manière les Mimosas par 2-1. Avec cette victoire, l'Africa Sport gagne 2 places. Les Verts Rouges quittent le 11e rang et sont désormais 9e. Africa Sport d'Abidjan, ASEC Mimosa, les Aiglons ont leur nid sur la route de la 2e division, 11e avenue. Les jaunes et noirs sont 5e et remontent rageusement la pente. Le décor est tout indiqué pour un derby chaud bouillant et c'est l'ASEC qui dégoupille les premières grenades de la soirée. Cissé Abdoul Karim a du tempérament et les gants fermes. 2e tentative jaune et noire, 2e opposition de Cissé Abdoul Karim, autoritaire et souverain. On passe à la 27e minute, changement de décor et revirement de situation. La déviation qui va profiter. Oh oui, ça passe. Quelle frappe du joueur de l'Africa, Sanogo Mohamed Vieira, qui dégorge une frappe avec beaucoup de lucidité et de précision. La balle qui termine sa course dans les filets jaune et noir. On va revoir l'action, cette déviation qui profite à l'attaquant de l'Africa qui frappe de très loin. Les membres associés n'ont pas l'occasion de jubiler longtemps. Corner, ASEC Mimosa, coup de boule rageur de Jacob Agoussi. Les jaunes et noirs assurent la parité après 2 petites minutes. L'Africa ne se laisse pas démonter et accentue les offensives au cœur d'une défense de l'ASEC bien fébrile. Témoignage, ce loupé seigneurial et un Sidi Mohamed qui joue les mauvais pigeons voyageurs. Olié Kofikan profite pour redonner l'avantage aux Aiglons. Le reste ne sera qu'une littérature de frayeur sous les plumes d'Olié Kofikan, Sanogo Vieira et Antoine Gossan. Monsieur Ndrey Kwame valide la victoire des Aiglons au bout de 94 minutes, 2-1. Les Verts et Rouges ont peut-être conjuré le mauvais sort dimanche à Robert Champrou. On termine ce mardi Espoir Yacouba avec la Super Coupe d'Afrique. Oui, c'est le 5e trophée en Super Coupe pour Al-Ahly d'Égypte. Voilà les images qui vont venir. Al-Ahly qui s'est imposé dans cette finale face au vainqueur de la Coupe de la Confédération par 2-1. Il s'agit de l'AS Léopard de Djibouti. Voilà, premier but. Et deuxième but signé par Barakat, côté égyptien. Et le capitaine Gelot va réduire la marque pour AS Léopard de Djibouti. 5e trophée donc gagné dans cette épreuve par le national Al-Ahly. Je vous rappelle que cette super coupe est dotée du trophée Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Voilà, Yacouba, nos téléspectateurs peuvent vous retrouver tout à l'heure à 22h15 pour Shoot. Tout à fait, pour les meilleurs moments du football mondial. Merci Yacouba, et à tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre patience. Et à demain, passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.